Bonjour, je suis content de vous retrouver sur Beffroi Vision pour vous présenter votre journal de la semaine, dont voici le sommaire. Nous commencerons ce journal au collège, où se tenait la semaine du goût. Nous suivrons Claude au marché aux bestiaux, où est organisé le concours d'animaux de boucherie. Suivra un reportage sur la rénovation de l'abbatiale du Cateau. Nous assisterons à l'Assemblée générale des Amis de Westerburg, ville allemande jumelée à Le Cateau. Nous aurons ensuite la rubrique de l'antenne est à vous. Les archives nous emmèneront en 2002 à la redécouverte du nettoyage du chemin des Essarts par les élèves de l'école Saint-Joseph. Ils ont grandi depuis 20 ans, à mon avis. Et de M. Émile Bontemps, historien local, cheville ouvrière de la formation des guides des souterrains du Cateau, la découverte de nouveaux directeurs de l'école de musique aussi, de l'époque. Nous finirons par les brèves. Claude s'est invité au collège, où se tenait la semaine du goût. Il a tendu son micro aux élèves de la 4e SECPA, qui participent à l'atelier d'expérimentation des 5 sens, ainsi qu'à Madame Manet, professeure d'atelier hygiène, alimentation et services. Bienvenue, ce matin on va faire un atelier où on va expérimenter les 5 sens, c'est ça? C'est ça. Qui c'est qui veut me dire les 5 sens? Très vite, allez. Oui? Le toucher. Le toucher. La vue. Le goût. L'odorat. L'odorat. L'ouïe. L'ouïe. Et la vue. Et la vue. Très bien. Et ben on va faire fonctionner tout ça dans l'atelier d'à côté. Bah si c'est là, c'est bon. Bah ouais. La pêche. Ouais. Bah, je m'appelle Péline Mandrelier, je suis en 3e cook et je vais vous présenter mon stand. Mon stand c'est le goût. En fait j'ai plusieurs eaux aromatisées et en fait bah, les camarades ils doivent deviner il y a quoi comme fruit dedans. Bonjour, je m'appelle Stécie Blot, je suis en 3e cook et mon stand à moi c'est le toucher. Donc le but c'est vous touchez des aliments cachés et vous devez deviner le nom et qu'est-ce que c'est du coup. Et voilà. Bonjour, moi c'est Théo Varnier, je suis en 3e SECPA à Le Cateau Cambrésis. Et aujourd'hui, mon stand, c'était sur l'odorat. Et le but de mon stand, dans chaque gobelet, il y avait un aliment. Et ils ont dû sentir avec le nez et dire c'était quoi comme aliment. Alors, du coup, justement, il y a quoi comme aliment? En premier, il y avait de la moutarde. Après, il y avait du poivre. Après, il y avait de l'oignon. Après, il y avait de la menthe. Il y avait du fromage. C'était du Roquefort. Et après, il y avait du café, du thon et des olives. Alors ça donnait quoi? Ils arrivent à trouver? Il y en a, ils arrivent à trouver, mais il y en a, c'était un peu difficile. Bonjour, je m'appelle Léonie Dalsart. Mon stand que j'ai fait aujourd'hui, c'est la vue. Je veux présenter. Il y avait plusieurs bols avec des poudres blanches et ils devaient mettre les aliments au bon endroit, comme de la farine, du sucre de glace, de la noix de coco, du sel, du sucre, du gros sel, etc. Alors je suis Madame Manet, professeure de l'atelier HAS, Hygiène, Alimentation, Service, au Collège Jean Rostand. Ça a duré toute la semaine. On a convié des élèves donc, du collège et aussi des élèves de l'extérieur à venir participer à la semaine du goût. Alors la semaine du goût, cette année, les élèves de ma classe ont décidé de choisir le thème des 5 sens. Donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Ils ont donc réfléchi à 5 activités que l'on puisse proposer aux élèves que l'on recevait. Et de là, ils ont établi 5 stands avec sur chaque stand une activité proposée. Alors sur la semaine, nous avons accueilli donc 70 élèves qui ont pu chacun participer donc aux différentes activités proposées et chacun est reparti donc avec un diplôme de la participation à la semaine du goût. Alors, la semaine du goût, en fait, c'est quelque chose qui est national. Ça existe vraiment donc, partout en France, que ce soit de l'école élémentaire jusqu'au cycle supérieur. Et nous, dans le cadre de l'atelier hygiène, alimentation, service, donc on s'inscrit également dans cette logique de sensibilisation à l'alimentation.
Nous suivons maintenant Claude au marché aux bestiaux, où se tient le concours d'animaux de boucherie, le concours de la Toussaint, qui met en valeur la viande bovine et porcine. Quoique, il y a moins de cochons, hein. Nous entendrons les présidents du marché, messieurs Alexandre Aignot et Camille Dessène. Écoutons-les. Bonjour, bienvenue à la télé du Cateau. Notre concours de la Toussaint, notre concours annuel, propre aux fêtes de la Toussaint, donc c'est dans 3 semaines la Toussaint. On a encore sélectionné beaucoup d'animaux et de grande qualité. On a 250 animaux aujourd'hui et à peu près 40 porcs. Bonne bête, alors il y a différents critères, hein. Un boucher va vous sélectionner une bête par rapport à sa race. Donc ici on rencontre des blancs bleus, des charolaises, des blondes d'Aquitaine. On a des aubracs et tant d'autres, et beaucoup de croisés. Le critère, ça va être aussi l'âge. Si c'est une génisse, donc qui n'a pas vélé, ça peut être une vache, donc qui a déjà eu un veau. Et puis après, ça peut être un bœuf, donc c'est un mâle qui est castré. Donc le critère de l'âge, et puis après, on va regarder la tendreté de la bête. Tendreté, donc c'est avec la finesse du cuir. Le marché va bien, on a aujourd'hui des très bons animaux. Et je vais vous présenter Camille. Donc maintenant, Camille a pris la direction du marché pour le jeudi. Alors bonjour à tous, voilà, moi Camille, président du marché de l'association du jeudi. Donc on fait un marché tous les jeudis ici au Cateau, Cambrésis, aussi bien en animaux d'élevage qu'en animaux de viande, toutes races confondues, avec des acteurs aussi bien aux achats aux ventes qui viennent de toute la France et aussi des pays frontaliers, comme l'Italie et la Belgique. On fait une moyenne aujourd'hui de 500 animaux, voilà, en partenariat avec notre association de Jean-Nestor Laine le mardi. Ce qui fait à peu près une moyenne toutes les semaines au Cateau de 650 animaux en transit pour le commerce de la viande. Tout va bien. Je vais rajouter un petit mot. On a depuis septembre, on a le festival qui est arrivé ici à la salle du Cateau. Donc tous les jeudis, le restaurant, donc ils peuvent accueillir des gens de l'extérieur, donc des habitants du Cateau ou d'autres, pour venir manger de la viande régionale. Vous pourrez déguster des entrecôtes, des bavettes, des onglets, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui. L'abbatiale sera bientôt rénovée. Des travaux d'une valeur d'environ 5 millions d'euros seront entrepris pour lui rendre une seconde jeunesse. André et Claude sont allés à la recherche des informations qui vous permettront d'en savoir plus. Bonjour Mathieu. Bonjour André. Nous nous trouvons dans l'abbatiale. Tout à fait. Alors aujourd'hui c'est un jour important, un jour qui compte pour l'histoire du Cateau. Nous avons fait donc de grandes avancées sur le projet de rénovation de notre abbatiale. Alors la première chose concrète qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est surtout cette illustration qu'on a pu faire donc du compte rendu technique qu'on a pu avoir du cabinet d'architecture de Nathalie Tekint basé à Lille, donc qui nous a fait un diagnostic complet donc de l'état on va dire sanitaire de notre abbatiale. Et la volonté ça a été justement d'être le plus clair et transparent possible, de montrer tout ce qu'on va pouvoir faire finalement dans les prochaines années, suite donc
donc à ce diagnostic. Alors la communication, vous voyez, en fait, est basée sur des tableaux qui reprennent donc l'historique finalement de notre abbatiale, donc depuis le XVIIe siècle. La première grosse partie de rénovation qui a été malheureusement donc qui a été faite due au bombardement de la guerre d'octobre 1918, donc pour la reprise du Cateau en octobre 1918 par les Anglais. Et puis donc la notice générale, on va dire, en dehors donc de ces désagréments qui ont pu être causés par les bombardements, mais avec l'usure du temps finalement, donc depuis le XVIIe siècle. On a donc exprimé une synthèse en fait aussi des travaux directement, donc des 6 groupes, on va dire, importants, que ça concerne la maçonnerie principalement, donc la rénovation des pierres. Donc on a pu voir finalement dans ce diagnostic des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu grâce finalement aux prises de vue des drones. On a pu voir l'état, on va dire, le mauvais état, on va dire, sanitaire de certaines pierres, notamment en hauteur au niveau du clocher. Un deuxième lot important également, bien sûr, les charpentes, parce que les catésiens ont pu voir forcément qu'on avait des ouvertures donc, dans cette église, dû principalement au fait que les fenêtres étaient cassées, notamment au niveau du clocher. La troisième chose, donc la partie couverture, à proprement parler, reprise donc des ingris. On sait que des travaux avaient été refaits en urgence dans les années 60-70, notamment suite à des infiltrations, suite à des problèmes usuels. Une partie également pour les campanaires, donc les cloches, donc qui seront déposées et rénovées, nettoyées, entretenues. Une partie donc pour la menuiserie extérieure, parce que donc on va le voir après justement donc sur les 3 lots qui ont été décidés, les 3 lots qui vont rentrer en compte donc dans les prochaines années. La porte donc de la façade occidentale, celle par laquelle on rentre dans notre abbatiale, dans notre église, sera également déposée, reposée, nettoyée dans les règles de l'art. Et puis une partie qui sera également très visible et très importante, et à laquelle en fait le conseil municipal a voulu vraiment lier l'intégralité par rapport à la beauté du chantier, c'est les vitraux. Donc l'intégralité des vitraux seront donc déposés, rénovés donc dans un atelier lillois spécialisé avec de très belles références également régionales sur l'entretien des vitraux, donc avec pose, nettoyage, et donc au repose on aura la chance d'avoir de beaux vitraux parfaitement nettoyés, parfaitement remis à neuf. Voilà. Alors les travaux pourraient durer combien de temps? Alors, on peut affirmer avec une certitude absolue que ça durera au moins 3 ans. La première partie, donc, qui va démarrer... Alors, on voit que la base vie s'est positionnée au niveau du parking Saint-Martin. La première partie durera au moins 13 mois. Donc, elle va comprendre, donc on le voit ici, en partie donc, sur ces panneaux. La première partie, donc clocher, va durer 13 mois. Donc montage des échafaudages, pardon, donc on est en octobre d'ici jusqu'à la fin de l'année minimum, hein, il y aura au moins 2 bons mois je pense pour la pose des échafaudages, et puis après, voilà, je pense avant le printemps, le démarrage effectif des travaux, donc pour une première partie clocher qui va prendre 13 mois. Une deuxième partie ensuite qui suivra, qui sera peut-être un peu moins longue, voilà, qui est estimée peut-être un peu moins longue, donc c'est la partie façade occidentale nef, donc la façade occidentale par laquelle on rentre dans notre église, donc avec une rénovation complète. Aussi bien aussi au niveau des statues qu'on voit en façade qui ont subi quelques désagréments à travers les époques. Voilà, de la partie pierre bleue également, sous-bassement. Etc., etc. Une troisième partie, donc pour finir ce grand programme de rénovation, donc ce sont les bas-côtés, donc les parties latérales de notre église, donc bas-côté nord et sud, qui eux effectivement ont encore moins bien vécu les outrages du temps. Alors on sait qu'on a, par rapport au diagnostic sanitaire, par rapport au diagnostic technique qu'on a pu obtenir, on voit effectivement que c'est une partie très importante pour intervenir parce que ça a causé aussi quelques petits désagréments à l'intérieur de notre église. On voit notamment que les parties latérales, avec les parties plâtrées, cimentées, se sont effondrées suite en fait à un problème de capillarité. On sait que malheureusement des dalles béton ont été coulées dans les années 60-70 dans ce programme de rénovation et finalement empêcher l'infiltration de l'eau dans les sols. Et donc on permis une stagnation de cette eau en partie latérale, donc sur les bas-côtés, et qui a causé donc ces fameux désagréments qu'on peut voir aujourd'hui à l'intérieur de notre église. Alors pendant les travaux,
Nous aurons des messes d'enterrement, tout ce qu'il faut. Est-ce que ces nuisances sont prévues? Alors oui, tout à fait. C'était forcément aussi une des premières volontés de la ville, du conseil municipal. Beaucoup de communication donc avec l'équipe de travaux qui sera basée donc sur le parking Saint-Martin. Bien sûr, l'activité paroissiale continuera. Ça, c'était la volonté première. Et puis une bonne coordination des choses. Bien évidemment, quand malheureusement on aura voilà, un enterrement, quand on aura des cérémonies en pleine semaine, l'activité autour donc, des travaux de l'abbatiale s'arrêtera le temps de l'office. Ça sera moins gênant effectivement pour les mariages ou pour d'autres célébrations les week-ends, parce qu'effectivement, donc comme partout, le week-end, les gens ne travailleront pas sur l'édifice. Mais effectivement, c'est bien prévu, voilà, une coordination importante entre l'équipe des travaux et l'équipe paroissiale. Ça a quand même un coût important. Hein. Ça a quand même un coût très important, effectivement. Alors on parle effectivement de deux choses. On parle d'une obligation légale, parce que c'est un bâtiment classé. On n'a pas, entre guillemets, c'est pas une question de choix, c'est une question d'obligation finalement par rapport à... Et puis en fait nous on le voit surtout aussi comme une chance, objectivement. Il ne reste que 2 exemplaires finalement de notre église au nord de Paris, voilà, de cette typologie de construction type Renaissance, donc du XVIIe siècle. Alors il y a une obligation morale plutôt en fait. L'idée effectivement, on connaît tous l'histoire du Cateau aujourd'hui, on sait que ça s'est construit, le Cateau s'est construit, la réunification des 2 villages autour finalement de l'abbaye, c'est un peu le cœur finalement névralgique de la ville. On a cette chance-là. Donc surtout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir laisser aux générations qui nous suivront une église en très bon état, en tout cas dans un meilleur état que celle qu'on aura pu l'avoir aujourd'hui. Pourquoi nous avons décidé de mettre ces plans à l'intérieur? Alors ces plans à l'intérieur, bon, on sait que c'est pas forcément la bonne période déjà, on va dire, pour les mettre en extérieur. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple effectivement si le début des travaux avait été un peu plus avancé dans l'année. À l'intérieur, voilà, simplement pour que le passant, on va dire le visiteur général ou même donc le pratiquant qui viendra participer à un office puisse avoir l'information la plus claire, la plus concise possible. On a essayé d'être le plus synthétique. On a eu la chance d'avoir une magnifique étude de 150 pages d'une précision folle, on va dire. Et voilà, on a essayé en 8 panneaux, voilà, d'expliquer clairement l'état dans lequel on a trouvé, l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre église et ce qui va en advenir dans les 3 à 4 ans qui vont arriver. Quelles sont les techniques qui ont permis de visualiser les anomalies qu'il y a dans... Alors, la nouvelle technique qui nous apparaît aujourd'hui, révolutionnaire, oui et non, parce que ça fait quelques années qu'on en parle, mais avec les drones, effectivement, le cabinet d'architecture a pu faire des photos excessivement précises, donc voilà, des outrages du temps sur le clocher, sur les charpentes, sur les parties donc, de couverture. On a quelque chose qui est aujourd'hui excessivement précis grâce à ces photos aériennes, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire effectivement il y a 20 ans. C'est un gros avantage surtout parce qu'on sait que financièrement, on sait sur quoi on part toujours au minimum. Là, on a vraiment une étude très précise, parce que finalement, entre le temps, on sait qu'il y aura toujours un dépassement, hein, de part, ne serait-ce que par la situation aujourd'hui économique actuelle. On voit les problématiques d'inflation, on voit les problématiques d'approvisionnement en matériaux, de hausse des matériaux de manière générale. Mais on voit surtout qu'en fait, effectivement, le temps, entre le temps où on va faire les travaux et le temps où on a eu le diagnostic, on n'aura pas d'énormes surprises, on n'aura pas 50% on va dire de problématiques en plus. Un diagnostic qui est fait dans les 2 ans par rapport à une exécution de travaux, on sait qu'on part sur une base simple et saine de travaux surtout. Alors, les premiers travaux se feront sur quelle partie de l'abbatiale? Alors, la première partie des travaux la plus importante, entre guillemets, donc on le voit ici, ce sera sur le clocher. Alors le clocher qui va être donc qui va prendre certainement celui qui prendra un peu plus de temps. On parle de 13 mois aujourd'hui minimum. Voilà, et donc c'est aussi ce chouette paradoxe qu'on va pouvoir résumer en ayant aujourd'hui un beffroi qui sera qui est parfaitement rénové et dont on a la chance de profiter en arrivant justement par l'entrée sud de la ville. Et on aura donc cette abbatiale, on aura donc notre église avec le clocher qui aura, on va dire, voilà, un même niveau de restauration par rapport au beffroi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui tranche et c'est ce que la population aussi avait remonté comme désir d'avoir une rénovation de l'abbatiale au même niveau qualitatif que celle du beffroi. Qu'est-ce que les pratiquants attendent de cette église finalement? Alors, on a fait beaucoup de concertations avec l'équipe paroissiale, avec les pratiquants. On a essayé de les impliquer aussi au maximum dans la démarche, d'écouter leurs souhaits et besoins par rapport à ce qu'eux veulent faire.
il y a une vision en fait critique de la chose qui est de travailler d'abord sur la coque en fait finalement de l'abbatiale. L'église en elle-même doit être rénovée déjà par l'extérieur, donc que ce soit les couvertures, la maçonnerie, c'est comme une maison finalement. On procède tout d'abord par ce qui est voilà, le plus important, on va dire, donc c'est l'aspect extérieur et l'aspect de la sécurisation complète. Après, effectivement, il y aura un deuxième temps. Il y aura un deuxième temps donc, dans la réflexion, qui ne sera pas forcément donc, dans le temps municipal aujourd'hui, hein, donc, qui va couvrir la période 2020-2026, mais après, donc, il y a la rénovation intérieure. On voit qu'effectivement, il y a encore autre chose qui est demandé, hein, forcément, par l'équipe paroissiale, c'est tout à fait compréhensif. Voilà, ça interviendra dans un deuxième temps, mais la bonne formule, je pense, ça a été en toute objectivité aussi par rapport à la situation, c'est de dire refaisons les éléments extérieurs, refaisons la structure, la coque de la meilleure manière qui soit possible pour pouvoir après envisager sérieusement les travaux à l'intérieur, donc dans un temps plus lointain cette fois-ci. Puisque vous parlez de sécurisation, est-ce qu'on a pris des dispositions pour essayer d'éloigner les volatiles qui... Oui, tout à fait. Ça, c'est une chose qui a été remontée. Voilà, c'est le gros avantage de travailler sur ce type de projet parce qu'on apprend pas mal de choses également dont on n'avait pas forcément connaissance. Alors les volatiles, effectivement, ont cette vilaine habitude de casser les fenêtres, de casser les ouvertures pour permettre en fait finalement aux autres également, hein, dans un mode même kamikaze, on l'a appris, pour permettre aux autres, donc pigeons, pour pas les nommer, de venir en fait envahir le lieu. Alors effectivement, donc là c'est prévu également donc dans le processus de rénovation d'avoir des éléments qui soient donc entre guillemets incassables et qui permettent d'éviter les intrusions donc de volatiles qui ont causé quand même pas mal de dommages parce que quand on voit l'état des charpentes, hein, simplement là où les pigeons ont pu tranquillement on va dire passer les périodes les moins sympathiques pour eux, on voit qu'effectivement c'est un vrai problème de fond qu'il faut pouvoir régler dès les huisseries, dès les menuiseries, on va dire. Alors donc on s'attend à une autre beauté de cette... Oui, on ne va pas être déçu, ça on est absolument certain. Le fait déjà, donc, alors c'est vrai qu'effectivement par rapport au projet, on sait que voilà, ça va nous coûter, ça va coûter de l'argent, ça forcément, on s'y attendait, on s'en doute bien. Le fait que ça soit classé, on a été bien aidé, et donc le fait que ça soit classé aussi fait qu'on est obligé de passer par un architecte plus que qualifié, c'est-à-dire qu'il doit être répertorié, classé au bâtiment historique. Et voilà, donc on a l'habitude eux ont l'habitude de travailler sur des projets, ils ont des références, on a vu des références régionales plus qu'intéressantes, et quand on voit ce qui a été fait l'avant et l'après, effectivement, on sait que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Bon, est-ce qu'il y a des mots à lancer en direction de la population pour essayer de respecter les moments de travaux ici? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il n'y a pas grand-chose finalement. Voilà, la communication sera toujours aussi importante. On essaye toujours d'avancer le plus précisément en communication. Donc pas d'inquiétude particulière, pas de fermeture bien sûr aujourd'hui de l'espace. Voilà, tout est prévu de toute façon pour des travaux de manière la plus simple possible, comme on est sur l'extérieur. Donc les orgues, bien sûr, seront protégés. Voilà, tout est prévu. Il n'y a pas de zone blanche, il n'y a pas de zone grise pour dire, voilà, effectivement, on ne sait pas ce vers quoi on part. Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière. Bien sûr, un peu de patience, mais ne vous inquiétez pas. Vraiment, le résultat sera à la hauteur des attentes. J'en suis absolument persuadé. Voilà, puisque nous serons dans une communication permanente, pour aujourd'hui, on peut dire à bientôt. On peut dire à bientôt, et puis on essaiera de refaire un point justement de l'évolution avec l'architecte ou avec les équipes de travaux à partir de la base vie et même à l'intérieur. Voilà. Merci. Merci André, à bientôt. C'était l'Assemblée générale des Amis de Westerbourg, ville allemande jumelée à Leucatow. Claude y était. C'était notre assemblée générale, comme tous les ans. Alors on a parlé des activités, on a parlé bilan financier, on a parlé un peu de tout, quoi, comme d'habitude. Voilà, donc on va revenir sur l'actualité récente de l'association. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé. L'actualité récente, l'activité ou... Oui, les activités, les repas, les rencontres. Ça a commencé ce printemps. On a organisé un apéritif dînatoire. Enfin, il y a 3 de nos amis allemands qui étaient revenus pour l'occasion. Après, il y a eu notre sortie à Westerbourg. On a été 5 personnes pour rendre visite à nos amis. Là-bas, c'était leur kermesse.
C'était très bien. Ensuite, il y a eu la Saint-Mathieu, nos amis ont tenu un stand. Alors, on va faire le point sur le stand alors. Qu'est-ce qu'il y avait à vendre et puis est-ce que ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné. Il y avait à vendre, il y avait du Basalt Foya, enfin c'est une liqueur régionale de Westerbourg. Donc à voir avec modération alors. Ah oui, oui, surtout, parce que bon, 46 degrés, ça fait mal à la tête. Ils ont vendu de la bière, ça a bien fonctionné aussi. Bon, c'est dommage, habituellement, ils vendent d'autres produits, enfin des boîtes de pâté, du pain, des saucisses. Mais bon, là, il n'y avait que de la bière et de l'alcool, mais bon, ça a bien fonctionné pour eux. Ils ont quasiment tout vendu. Ils sont revenus avec 5-6 bières, c'est tout. Voilà. Donc aussi, donc après le fameux repas où on s'est croisé à Saint-Jean-Havray aussi, je crois. Oui, enfin, puis le soir, bien sûr, tous les ans à la Saint-Mathieu, on organisait un repas, ce qui s'est passé à la salle Jean-Havray, et puis bon, tout le monde a été satisfait, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, bien parlé, tout le monde a été content, ça s'est très bien passé, j'ai eu des bons retours impeccables, c'était bien organisé. Puis le week-end dernier, là où aussi il y avait encore une manifestation aussi. Oui, le week-end dernier, mais là c'était autrement, c'était officiel. C'est pas un peu, c'était officiel avec les maires des associations, avec quelques membres de chaque bureau des jumelages. Là c'est pareil, nos amis allemands ils sont revenus, et puis les amis belges. Et malheureusement, il n'y avait pas les amis italiens. Mais bon, ça a été une belle journée, mais, malgré la pluie, mais enfin ça a été... Voilà. Mais comme les amis étaient là, ça allait. Oui, tant qu'on est ensemble entre amis, c'est ça, c'est le principal, être ensemble entre amis. Et ça, c'est merveilleux. Et il faut que ça perdure. On va revenir au niveau association. Alors donc, combien y a-t-il de membres? On est une quarantaine de familles. Ah oui. De familles. Hein, bon, ça fait un grand nombre de personnes. Et là, on a récupéré 6 nouvelles familles. Et ça, c'est bien, c'est très bien. J'espère que la prochaine fois, ça sera encore mieux. Alors comment fait-on pour adhérer à l'association? Eh bien, les gens viennent le jour de l'Assemblée Générale et puis ils se présentent et ils disent qu'ils voudraient bien en faire partie. Et puis voilà, ils payent leurs cotisations et puis voilà, ils sont membres adhérents. Voilà. Rubrique de l'antenne est à vous. Madame Léa Verrier nous annonce un loto qui sera organisé le 5 novembre par l'Association des parents d'élèves de l'école Langevin. Bonjour à tous, je suis Léa, la présidente de l'association Les Petits Mômes de Langevin du groupe scolaire Paul Langevin de Leucatto. Je suis ici dans les studios de Beffroi Vision pour vous parler des événements à venir organisés au sein de notre association. Le 5 novembre 2022, nous organisons un loto qui est destiné au financement de la classe de neige pour les CM2 participants de cette année. Les gains, c'est uniquement des bons d'achat Intermarché, donc d'une valeur de 15 à 300 €. Nous proposerons lors du loto 6 séries, et également une partie de bingo et une partie spéciale. La partie spéciale, c'est celle où les 300 € sont à gagner juste avant les fêtes, c'est parfait. Au niveau des cartons, donc c'est 20 € les 22 cartons. Je vous mettrai sur la page Facebook Les Petits Mômes de Langevin la tarification et les gains qui seront à gagner lors de ce loto. Donc une restauration sera sur place, sandwich, boissons, café, etc. Il y aura également des cases. Il y aura aussi plein de surprises qui vous attendent. On n'a pas encore tout déterminé, il faut vous laisser un petit peu de suspense. Donc on vous attend nombreux, ce sera au théâtre municipal de Leucatto. L'ouverture des portes sera à 14h30 et le début des jeux à 16h. Alors, petite précision quant au loto, nous ne prenons pas de réservation afin de fluidifier l'accès à tous et qu'il n'y ait pas de contraintes pour les personnes qui n'ont pas réservé. Donc, pas de réservation, vous venez quand vous voulez, autant que vous voulez, et on vous trouvera des places. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, le loto sera animé par Souris, donc vous la connaissez tous, ou presque. Et on va passer une superbe soirée tous ensemble avec un moment convivial et puis toujours destiné au bien-être des enfants. On espère vous y voir nombreux, donc retenez bien la date, c'est super important, le samedi 5 novembre 2022 au théâtre municipal de Leucatto. Ouverture des portes 14h30, début des jeux à 16h et c'est parti pour passer une super soirée avec vous. Voilà, donc je vous dis à bientôt, on vous attend nombreux et puis n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook Les Petits Mômes de Langevin, nous n'hésiterons pas à répondre à toutes vos questions. À bientôt. Comme il est de coutume chaque semaine, nous allons nous installer dans la machine à remonter le temps. Appuyons sur le bouton 2002. Ploup.
Dans quelques secondes apparaîtront sur votre écran les élèves de l'école Saint-Joseph qui, déjà à l'époque, nettoyaient le chemin des rails aux Essarts. Puis, M. Émile Bontemps, historien local et entre parenthèses bénévole de Beffroi Vision à l'époque, cheville ouvrière de la formation des guides des souterrains du Cateau. Et nous terminerons par la découverte de l'école de la musique où un nouveau directeur apparaissait sur nos écrans. Donc là, aujourd'hui, l'école Saint-Joseph remplit un acte citoyen très important, je pense. Oui, on espère. On veut leur donner l'idée justement que la nature est un prêt, n'est-ce pas? Et puis on l'emprunte toujours à nos enfants. Alors donc eux auront des enfants et s'ils veulent avoir une nature propre, c'est aussi à eux à se prendre en charge. Et puis comme sur le Cateau, c'est le tri sélectif, on espère aussi leur inculquer cette idée-là. Donc de différencier les différents déchets. Voilà. Donc ça regroupe quelle classe? Tout le cycle 2, donc du CP au CE1. Donc 3 classes, 2 niveaux et 3 classes. C'est pour commencer tout un travail qui sera continué en classe. Là c'est une base, c'est un départ. Donc on veut justement en reparler en classe, expliquer ce qu'on a ramassé, tous les déchets qu'on a pu trouver. Et à partir de là, voir le tri, comment on peut justement à l'école avoir 4 poubelles et justement les trier comme le font tous les habitants du Cateau. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire ça de maintenant? Je sais pas. Moi je sais. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le jeter à la poubelle. En fait, on va pas le jeter, mais on va faire des pulls. Et le bois, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre à la poubelle. On va le mettre à la poubelle. On va le recycler. On va faire... Et qu'est-ce qu'on va en faire alors du recyclage? Des chaussures. Avec le bois? Non. Tu vas faire des sabots pour aller à l'école, non? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ou dire aux gens pour ne plus rien mettre par terre? Comment qu'est-ce que je dois dire? Faudrait marquer des étiquettes. Pour marquer quoi dessus? De plus jeter des trucs parce que après interdit de jeter des déchets. Ouais. Sinon on fait quoi? On les dispute. Parce que sinon on les dispute. Parce qu'on les dispute. On les dispute. Voilà, ils auront un fessé, c'est ça? Oui. Tu vas ramasser une grosse bouteille avec un Salle des graffitis, pourquoi? Eh bien parce que les parois de cette pièce sont couvertes de noms et de dates. On va s'apercevoir que les souterrains du Cateau ont été visités de nombreuses fois et à de nombreuses périodes. Aujourd'hui viennent de s'achever ces 2 jours de visite de souterrains du Cateau. Alors pour vous c'était la première fois, je crois. Alors c'est inscrit dans le cadre des journées des souterrains du Cambrésis. Donc c'est organisé en partenariat avec l'Office de tourisme de Cambrai. Et effectivement, les guides ont terminé leur formation et pour aujourd'hui, c'était leur baptême du feu. Alors, on va demander l'impression à Laetitia. Moi j'ai bien aimé. Alors, ça... le contact avec les gens comme ça. Au début c'est impressionnant, mais après on s'y fait facilement. On va demander aussi à monsieur Denré. Moi je suis content, oui, je ne m'attendais pas à ça, surtout à voir autant de monde quand même. On a fait à peu près 120 personnes sur les 2 jours. Quelle était la réaction des gens dans les souterrains? Ils ont été assez impressionnés, ils ne pensaient pas que ça pouvait être comme ça des souterrains. Il y en a, c'était pour la première fois qu'ils en visitaient, donc ils ont été satisfaits. Il y a eu des petits détails de précis qu'ils ont vraiment utilité dessus? Non, pour eux c'était en général. Alors le nombre de guides qui ont été formés sont au nombre de 5. Alors la formation consistait
pour une formation pour permettre de faire visiter les souterrains et aussi de répondre aux questions des gens, bien entendu. Donc la formation n'était pas de promener les gens dans les souterrains, mais aussi de connaître un petit peu la vie des souterrains, l'existence des souterrains, leur époque, la création. Et tout cela a demandé quand même, disons, une bonne centaine d'heures de travail, 50 heures de pratique, 50 heures de théorique, qui est quand même une chose très intéressante. Et maintenant, la formation suivante, eh bien, c'est la visite de la ville. Alors vous venez de visiter les souterrains catésiens, alors votre impression? Bon, c'est assez sympathique, c'est pas mal, on découvre le souterrain, une bonne impression, un peu. Alors c'est une bonne visite guidée? Très bonne. Alors, vous êtes remonté dans le temps avec le guide? Bon, je pense quand même, hein. On découvre, on n'imaginait pas ça en dessous. Vous êtes du Cateau? Non, non, Roger de Beaulieu. Ah oui, enfin pas très loin. Et c'est à Roger de Beaulieu, il y a aussi des souterrains? Je pense pas, non. Non. Enfin, vous êtes venu comment en fait? Comment vous l'avez su? Bah par hasard, c'est parce que je suis passé devant tout à l'heure en voiture, j'ai vu que c'était ouvert et puis j'ai vu les secouristes. Et donc vous êtes un curieux de l'histoire? Moi j'aime bien, j'aime bien. C'est assez sympathique de remonter dans le temps quand même. Toi aussi tu as visité les souterrains? Oui. Avec papa et maman? Oui. Alors t'as pas eu trop peur en bas? Non. Alors qu'est-ce qui t'a plu? Raconte-moi un petit peu. Ben, les graffitis, puis les dessins et les cercles. Ah, et donc c'est quand même fatigant. Là, je vais mettre au coucher. Voilà, c'est tout. À ceux qui me connaissent. L'école de musique ouvre ses portes. Des instruments variés à la disposition des enfants et des adultes. Chers amis, à nos côtés, nous sommes à l'école de musique. À nos côtés, mademoiselle, quel est votre nom, mademoiselle, s'il vous plaît? Anaïs. Alors, Anaïs, que vous venez de voir avec son professeur en action, parce que la flûte, c'est difficile, la flûte, les sons, pour qu'ils soient justes, c'est pas si simple que ça, hein? Non. Alors, Anaïs, est-ce qu'on faisait de la musique à la maison, papa, maman, par exemple? Non. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir, en plus de ton travail à l'école, travailler? C'est pour ton plaisir quand même à l'école de musique. Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'ai vu à la télé des musiciens, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les élèves? Le déclic, ce qui leur a fait, j'allais dire, franchir la porte de l'école de musique. C'est une volonté personnelle ou c'est papa, maman qui disent « Oh, il faut que tu fasses de la musique ». C'est avant tout une volonté personnelle. Il y a de temps en temps des enfants qui viennent parce que papa, maman le souhaitent, mais c'est quand même assez rare. Les enfants viennent parce qu'ils en ont envie, pour leur plaisir, et puis on les fait travailler dans cet esprit-là avant tout, pour leur plaisir et par plaisir. Ben, c'est magnifique ça. On vit mieux avec la musique quand même quand on a... Il suffit pas de l'entendre la musique, la faire, la réaliser, la faire sonner avec son instrument, c'est une satisfaction merveilleuse. Tout à fait, une satisfaction personnelle, une satisfaction pour les élèves. Et puis, il est vrai que ça apporte énormément de choses, la musique. Alors, madame, monsieur, il y a encore de la place. Vous voyez, le professeur est là, Anaïs demande qu'à être accompagnée. Alors, pourquoi pas encore des flûtistes au Cateau? La flûte traversière, quel bel instrument. Monsieur le directeur, bonjour, vous êtes arrivé au Cateau depuis peu. Pouvez-vous vous présenter tout simplement, monsieur? Eh bien, je suis au Cateau depuis le 1er septembre 2002 et donc je m'appelle Jean-Louis Berkmans et j'ai quitté mes fonctions à Écaudin et je suis donc ici maintenant à Le Cateau pour la direction d'école de musique. Voilà. Vous savez, on n'est pas chauvin au Cateau, mais dites donc au Cateau que la ville est formidable. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire à mes collègues tout à l'heure. On est bien entouré. On a un super bâtiment pour l'école de musique et vraiment, je me trouve en face d'interlocuteurs très intéressants et très attentifs sur mes différentes requêtes. Alors, monsieur le directeur, on vient de voir une jeune fille là, qui nous a dit le déclic, c'est moi qui ai voulu me lancer, faire de la musique. C'est quelquefois ingrat au début, l'apprentissage d'un instrument. L'apprentissage d'un instrument, c'est comme l'apprentissage de toute chose dans la vie. Hein. C'est ingrat et ça demande de la persévérance et de la volonté. Et quand on arrive à surmonter ça, on arrive à faire de belles choses, on se fait plaisir et c'est ça le plus important. Alors, on a la chance, il faut le répéter, d'avoir un orgue et un professeur d'orgue. C'est quand même inouï. Vous pouvez vous y mettre et monter par le petit escalier invraisemblable pour vous lancer.
C'est merveilleux la puissance de cet instrument, Monsieur Bachelet. C'est absolument magique, hein, c'est saisissant. Et puis bon, pour parler de cette classe d'orgue qui a bientôt 10 ans, l'année prochaine, on marquera l'anniversaire. Effectivement, une classe d'orgue à Le Cateau, dans une ville comme Le Cateau, c'est quand même relativement rare. Et cette classe d'orgue fonctionne très bien. Et elle demande encore à s'emplir. On ne demande que ça. Les gens sont toujours aussi motivés. L'instrument est bien soutenu par son propriétaire, par la ville, l'association. Et donc, grâce à notre nouveau directeur, se poursuit cette action pédagogique et culturelle par les concerts. Voilà. Donc, je pense que l'élan est présent. Bien, merci. Alors, Madame, Monsieur Berkmans et toute son équipe de professeurs, eh bien, ils vous attendent. La porte est ouverte. Vous savez où c'est? C'est en face du musée. C'est le conservatoire du Cateau. Allez, disons l'école de musique ou le conservatoire, soit ça n'a pas d'importance. Et puis alors, l'orgue quand même. Hein. Quel bel instrument. Et vive le Cateau et vive la musique. Les brèves. À propos des souterrains dont vous parlez, Monsieur Bontemps, leurs visites sont organisées chaque samedi à 14h30, au prix de 5 € par personne. La réservation est obligatoire à l'Office du tourisme, dont voici le numéro de téléphone. 03 27 84 10 94. Je répète. 03 27 84 10 94. Pour un Belge, c'est pas facile, 94. Une visite accompagnée vous permettra de découvrir l'étrange automne du parc Fénélon. Initiation au land art, tendance artistique qui se base sur l'utilisation des matériaux trouvés dans la nature. Vous pourrez y admirer les couleurs de l'automne qui composent l'art de la nature. Profitez-en pour faire quelques photos. Si vous y allez, ça vaut le coup. La promenade se fera le dimanche 23 octobre et dure environ 1h30. Bien que cette activité soit gratuite, la réservation est indispensable au numéro de téléphone 03 59 73 38 06. Je répète, 03 59 73 38 06. Voici venue la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous remercions également Cécile Cazé pour la mise en image, Claude Delcourt, notre caméraman, et André Briangou pour sa participation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. You.